Bonjour. Judith Butler, la vie psychique du pouvoir. Concept d'assujettissement où le pouvoir est à la fois créateur et oppresseur du sujet. Rapport entre sujet, pouvoir et résistance. L'esclave est le corps du maître en tant qu'il lui permet d'exister. Il lui assure les conditions matérielles de sa survie et en est le représentant symbolique. L'esclave est un corps sujet, un corps assujetti. Hegel dit que l'esclave est celui qui imprime sa signature sur les choses qu'il fabrique. L'esclave travaille à perdre son essence. Or, une identité sans essence, c'est la liberté. Un genre, c'est cela. Une identité sans essence, un sexe dont on n'a pas l'idée. L'esclave ne travaille jamais qu'à son propre effacement. En suivant Foucault, nous comprenons le pouvoir comme formant le sujet et la condition même de son existence. Trajectoire de son désir dont dépend notre existence. L'assujettissement désigne le processus par lequel on devient subordonné à un pouvoir et le processus par lequel on devient un sujet. Le sujet s'initie à travers une soumission originaire au pouvoir. Avec Althusser, la subordination du sujet a lieu à travers le langage. L'autonomie est conditionnée par la subordination. L'assujettissement est un cercle vicieux où l'action du sujet semble être un effet de sa subordination. Le pouvoir est un ensemble de conditions qui précèdent le sujet, subordonnant le sujet de l'extérieur. Le sujet émerge comme l'effet d'un pouvoir antérieur et comme condition de possibilité d'une forme radicalement déterminée d'action. Le pouvoir agit sur le sujet. Le pouvoir est à la fois externe au sujet et le lieu même du sujet. Le sujet produit par le pouvoir se présente comme le sujet qui fonde le pouvoir. Les normes sociales sont intériorisées, la conscience est le moyen grâce auquel un sujet devient un objet pour soi, réfléchissant sur soi. Foucault a suggéré que l'objet de la politique moderne n'est plus de libérer un sujet, mais plutôt d'interroger les mécanismes régulateurs à travers lesquels des sujets sont produits et maintenus. Le valet signe pour le maître en tant que substitut du maître. Le corps n'est plus assujetti en tant qu'instrument de travail, mais il demeure coupé de la conscience. Pour Hegel, les impératifs éthiques émergent d'une réaction de défense contre la peur absolue, la mort, peur conditionnée par le caractère fini du corps. La pulsion est continuellement fabriquée en tant que lieu de la confession et du contrôle potentiel. Si le désir a pour but ultime sa propre perpétuation, on se relie à Spinoza et sa pensée du conatus. Ainsi, cette capacité du désir à se retirer marque la vulnérabilité de toute stratégie d'assujettissement, conception que la moralité se fonde sur un certain type de violence. Nietzsche considère la moralité comme une maladie. Il remarque que la mauvaise conscience fabrique l'âme, étendue d'espace psychique intérieur, création artistique présupposée. Mauvaise conscience, origine des phénomènes imaginaires et idéaux. Postulat du primat du refoulement qui nous conduit à Freud. Dans son analyse de la névrose comme attachement libidinal à un interdit, les interdictions morales sont elles-mêmes soutenues par l'activité corporelle qu'elles cherchent à réfréner. Le désir de désirer et volonté de désirer précisément ce qui est susceptible de folklore, le désir pour conserver la possibilité de continuer à désirer. Foucault privilégie la métaphore de la prison pour théoriser l'assujettissement du corps. Dans la psyché, l'idéal du sujet correspond à l'idéal du moi. Lacan reformule cet idéal en termes de position du sujet à l'intérieur du symbolique. Le corps
n'est pas un site sur lequel une construction a lieu, c'est une destruction qui forme le sujet. Lacan limite la notion de pouvoir social au domaine symbolique et délègue la résistance à l'imaginaire. Foucault refond le symbolique en le définissant en termes de rapport de pouvoir. Selon Freud, la formation de la conscience résulte d'un attachement à l'interdit qui fonde le sujet dans sa réflexivité. La conscience fait de nous des sujets. La soumission aux règles de l'idéologie dominante peut être comprise comme une soumission à la nécessité de prouver son innocence face à une accusation. Cette soumission obéit à une exigence de preuve. Wittgenstein écrit « Nous parlons, nous prononçons des mots et plus tard seulement prenons conscience de leur vie ». Rituel vide du discours, l'hétérosexualité est cultivée à partir des interdits. Devenir un homme exige la répudiation de la féminité en tant que condition préalable de l'hétérosexualité du désir et de son ambivalence fondamentale. Le désir du féminin est marqué par sa répudiation. Le renoncement n'abolit pas l'instinct, il le déploie à ses propres fins. Le genre est produit en tant que répétition ritualisée de conventions et ce rituel est socialement contraint par la force d'une hétérosexualité obligatoire. Le genre est performatif, toutes les versions de l'identité de genre sont conflictuelles et Judith Butler propose dans sa notion d'identification mélancolique une culture de la mélancolie du genre où la masculinité et la féminité émergent comme traces du deuil absent et impossible d'un amour. La mélancolie apparaît comme une forme aberrante de deuil dans laquelle on nie la perte d'un objet et on refuse le travail de deuil compris comme une rupture d'attachement à l'être perdu. Cet objet perdu est magiquement conservé en tant qu'élément de la vie psychique. L'univers social s'éclipse dans la mélancolie et un univers interne émerge. Chez Freud, le moi se retourne contre lui-même dès que l'amour ne réussit pas à trouver son objet et qu'il se prend lui-même comme objet d'amour. Dans la mélancolie, le moi se substitue à l'objet. Dans le deuil, l'objet est déclaré perdu, mais pas dans la mélancolie. Retour de la libido vers son point de départ, lieu du moi. La mélancolie constitue la régression consciente. L'acte d'intériorisation transforme l'objet, la mélancolie refuse de reconnaître la perte et il s'ensuit un déclin de l'estime de soi. Refuser une perte, c'est se confondre avec elle. Homi Bhabha déclare que la mélancolie n'est pas une forme de passivité, mais une forme de révolte. Le mélancolique retourne contre lui-même l'accusation qu'il adresse à l'autre. Il souligne que la désincorporation du maître fait que la loi est ensevelie en tant que perte à son point d'autorité idéale. La mélancolie conteste l'idéalité de cette autorité en l'incorporant. La révolte est affective. Dans Deuil et mélancolie, Freud pense qu'il est nécessaire de rompre un attachement pour en concevoir un autre. Et il affirme que c'est seulement à la condition que le disparu soit intériorisé que le deuil peut s'accomplir et que de nouveaux attachements peuvent commencer. Merci.